bien compris. J'espère d'ailleurs. Messieurs, dames, merci encore d'être là pour un autre débat. Alors, 3 points à préciser, à modifier dès le départ. La thématique qui était écrite dans plusieurs publications, le catalogue et autres, nous avons décidé, vu la composition de nos panélistes qui a changé, et puis aussi pour parler un peu de choses plus larges, voilà, le nouveau titre de ce débat est « Être femme en Turquie ». Alors, déjà, le titre a changé et certains intervenants ont changé, intervenantes, pardon, puisque nous sommes entre femmes, avec des merveilleuses femmes que vous allez découvrir tout à l'heure. Certaines vous connaissez déjà, je sais. Alors, déjà, tout de suite pour vous dire que malheureusement, ma collègue journaliste kurde à l'agence Jinha, Zehra Doğan, ne sera pas parmi nous, tout simplement parce qu'elle est incarcérée depuis 2 semaines avant le coup d'État avorté du 15 juillet, donc ça fait plus d'1 mois. Depuis à partir du 1er juillet, je crois qu'elle avait été mise en examen puis incarcérée. Malheureusement, elle est, comme beaucoup de journalistes, nous en parlerons sans doute pendant le débat de la liberté d'expression, mais je pense qu'on a poussé la centaine de journalistes qui sont en prison aujourd'hui, malheureusement. Alors, cela veut dire que nous n'aurons pas d'intervention spécifique d'être femme kurde en Turquie, mais ne vous en faites pas, puisque le débat sur les femmes du Kurdistan se fera lors du débat de jeudi à 18 h, et il y aura une intervention, bien sûr, sur ce sujet. Je vous rappelle, en fait, c'est un petit rappel pour vous dire que, avec vos merveilleuses questions que nous sommes très habitués à répondre, nous ne porterons pas directement sur être femme kurde en Turquie, ça sera pour 2 jours après. Alors moi, je veux vous dire quelque chose par rapport au public, ce merveilleux public de Douarnenez, avec tous les intervenants, les intervenantes. On en parle tellement que j'avais envie de le partager avec vous. D'abord, je veux remercier ce merveilleux public que vous êtes. Vous nous portez vraiment, vous nous facilitez la tâche, non seulement par votre gentillesse, parce que c'est vrai que ça doit être un caractéristique fort de la région, j'imagine, mais surtout votre intérêt, votre sensibilité. Et vraiment, ça nous aide beaucoup et je pense que nous partirons tous avec surtout cet magnifique accueil que vous nous avez donné tous et toutes à Douarnenez. Je vous remercie au nom de tout le monde, de tous les intervenants, de tous les cinéastes, les artistes. Je vous remercie. Alors, la question, bien sûr, d'être femme en Turquie est complexe. Nous avons aujourd'hui, sans transition, hein, je passe tout de suite à la présentation des intervenantes. Çağla, que vous avez connue, de toute manière, j'ai besoin de mes lunettes pour lire les magnifiques choses qu'elle a faites. Attendez, hop. Alors, Çağla Aykaç, qui a fait des études de relations internationales, d'histoire et sociologie turque, et docteur en sociologie. Donc voilà, elle a vraiment un parcours déjà de formation exceptionnel. Les sujets qui lui sont forts et sur lesquels elle travaille essentiellement sont le nationalisme, les mouvements sociaux, la sociologie politique. Comme vous avez sans doute entendu hier, donc lors de l'intervention d'hier, ceux qui n'étaient pas là, je fais un rappel. Elle est signataire de l'appel pour la paix des académiciens de Turquie du 11 janvier 2016 et depuis, elle a été forcée à démissionner de son poste à l'université de Fatih et depuis mars, si je ne me trompe pas, depuis mars dernier, donc 2 mois après cet appel, elle est haute académique à l'université de Genève. Çağla va nous faire un voyage, on va faire un voyage des mouvements féministes, de femmes, hein, on utilise ce mot exprès, de femmes, avant la République de Turquie, puisque nous avons bien compris qu'il y a quand même
une clarification à faire vis-à-vis des droits des femmes qui ne commencent pas comme on le sait en plus généralement avec la République de Turquie, mais le combat des femmes ottomanes commence bien avant, et Çağla va nous faire d'abord un voyage avec toutes les précisions de ces mouvements de femmes en Turquie et dès l'Empire ottoman. Alors, encore les lunettes. Deuxièmement, je donnerai la parole à Elif Avcı, qui vient d'arriver, qui est une transféministe militante pour les LGBTI. Elle a enseigné la psychologie à l'université de Bilgi d'Istanbul. Elle a fait un master des droits de l'homme. Elle est experte en droits de l'homme à la municipalité de Şişli, qui est une des plus grandes municipalités d'Istanbul côté européen. Elle est bénévole à Lambda Istanbul Solidarité depuis 2009. Elle est membre du comité de marche de fierté, dont la Gay Pride d'Istanbul, depuis 2010. Elle portera, son intervention portera surtout sur le pouvoir patriarcal en Turquie, disons, dans l'État, et surtout depuis ce que l'on ressent. Elle nous fera voyager aussi très rapidement de ce qui s'est passé, surtout après le coup d'État avorté du 15 juillet. Alors, j'ai aussi l'honneur et le bonheur de vous présenter Aline Taşçıyan, que vous connaissez toutes et tous, je pense, par ses interventions et ses présentations de films déjà, ceux qui suivent aussi le cinéma. Aline est critique de cinéma, journaliste, militante féministe. Elle est présidente de la Fédération internationale des critiques de cinéma, la FIPRECI internationale. Elle est aussi à l'origine de la création, où tu étais présidente de Filmor, où tu étais conseillère de Filmor, qui est un festival de cinéma de femmes qui est en Turquie depuis Filmor. Vous êtes à la combien d'édition? Le 15e l'année prochaine. Donc, Aline nous racontera surtout ce magnifique festival de femmes, qui ressemble un peu au festival de Créteil, ceux qui connaissent, de cinéma de femmes. Et surtout, elle parlera du sexisme dans le cinéma de Turquie. Voilà, donc pour vous donner un topo, et je sais que nous sommes très riches en interventions, et je passe la parole à Çağla pour nous faire une topographie. Allez, pour regarder le titre, la photographie des mouvements de femmes et des droits de femmes en Turquie. Merci Çağla. Merci Daphné. Bonsoir, merci à tous de nouveau d'être là. Donc en fait, je vais juste parler très brièvement de la façon dont les droits des femmes et les demandes politiques des femmes se sont développées en Turquie dès la fin de l'Empire ottoman et pendant la création de la République. Comme un petit peu de date charnière, je vais prendre 1923, la date de la création de la République, qui a été créée, comme vous le savez, avec notre papa, Mustafa Kemal Atatürk. Donc par là, vous pouvez déjà voir que c'est une société, et c'est un État-nation qui a été créé sur une idée, sur un personnage qui est un homme et qui est considéré comme le père de la nation. Donc on est supposé tous être une grande famille et suivre un petit peu les ordres et le personnage de Mustafa Kemal Atatürk. L'idée un petit peu, je crois qu'on a en Europe, c'est que les droits des femmes ont commencé en Turquie en 1923 avec la création de la République, et que ces droits ont été donnés aux femmes de la part de ce leader, de ce président de la République. Il faut pourtant souligner que les femmes ottomanes étaient déjà très actives, et à la fin de l'Empire ottoman, à travers différentes vagues de réformes, il y avait déjà eu le droit, la reconnaissance de l'égalité des femmes, le droit à l'éducation des femmes, ainsi que le droit à l'héritage. Donc il y avait déjà certains mouvements qui avaient été mis en place, et ces mouvements des femmes ottomanes étaient des mouvements qui commençaient depuis le bas, qui étaient organisés par des femmes et qui étaient assez souvent
multiethniques. Donc on avait des femmes à l'époque qui étaient des minorités, ce qu'on considère aujourd'hui comme les minorités ethniques et religieuses, des femmes arméniennes qui écrivaient, des femmes d'origine grecque orthodoxe également, qui étaient actives dans la sphère publique. En 1923, avec la création de la République, il y a un nouveau en fait, portrait de femme qui apparaît. Et ce portrait de femme est une femme qui est éduquée, c'est une femme qui est professionnelle, c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui a une apparence occidentale, qui s'habille à l'occidental, qui surtout ne porte pas le voile, donc avec une coupe de cheveux un petit peu comme ça, à l'arrêt de côté, des robes. C'est une forme de féminité qui est asexuée. C'est pas une forme de féminité qui met en avant la féminité des femmes. Mais cette femme kémaliste a une mission nationale. Donc, quand on établit la République de la Turquie, les femmes ont un rôle très important dans la création de cette nouvelle turquicité. La femme a pour devoir d'éduquer ses enfants. Elle a pour devoir aussi de transmettre la nouvelle langue turque qui a été complètement épurée de son passé ottoman, donc des mots ottomans, des mots arabes et perses qu'il y avait en turc. Et c'est à la femme de transmettre toutes ces connaissances à ses enfants. Il y a quelque chose de très visuel et de très performatif dans la façon dont les femmes sont mises en avant par l'État. Donc beaucoup de photos de femmes qui circulent, des photos de femmes qui circulent, donc des femmes qui sont aviateurs, des femmes qui sont dans l'armée, des femmes qui sont médecins, des femmes qui sont professeurs, qui sont scientifiques, etc. De nouveau, comme je vous l'ai dit, avec un certain habit. Donc il y a une vraie rupture qui est créée à ce moment-là. Et cette rupture, à travers le symbole et à travers le physique des femmes, met aussi en fait en avant un argument qui est un argument général de la création de la République, qui est dans l'Empire ottoman, il ne se passait absolument rien de civilisé ou de moderne de ce point de vue-là. Donc cette nouvelle femme kémaliste, comme je l'ai dit, elle travaille, elle a une famille, elle est mère de famille, elle s'habille d'une certaine façon, elle n'est pas voilée. Tout ce qui est par rapport à la religion, comme on en a parlé un petit peu hier, en fait, on attend de ces femmes turques kémalistes qu'elles soient musulmanes. Évidemment, les femmes turques ne sont pas chrétiennes ou elles ne sont pas juives, elles sont musulmanes, mais elles gardent leur religion pour l'espace privé. Donc aucune marque de religiosité sont permises en public, ce qui veut dire aussi qu'il y a énormément de femmes qui sont exclues. Mis à part ça, tout ce qui est par rapport à toutes ces politiques par rapport au corps et puis à l'instrumentalisation des corps des femmes pour la création de la nouvelle République sont valides également pour les hommes. Donc une nouvelle forme de masculinité qui est créée lors de la création de la République. Les hommes aussi ont des limitations sur les façons dont laquelle ils peuvent s'habiller. Donc ils ne peuvent pas porter certains chapeaux ottomans ou certaines marques des différentes confréries ou des marques de l'islam. Ils ne peuvent pas s'habiller d'une certaine façon. Les barbes et tout ce qui est un petit peu physique en fait est monitoré. Et les hommes aussi, ce que vous avez, c'est des photos dans les magazines de propagande des hommes qui font du tennis. La mixité publique est vraiment mise en avant, donc les hommes et les femmes qui passent du temps ensemble, qui vont à l'école ensemble, ce qui était en fait pas tellement de cette façon sous l'Empire ottoman. Donc les femmes sont en public, mais c'est un certain genre de femmes qui est en public. Et en fait, la mise en avant de ce genre de femmes, de ce type particulier de femmes, implique aussi l'exclusion d'un grand nombre d'autres femmes. Les femmes qui sont exclues, on peut parler des minorités qui sont religieuses et ethniques, dont d'ailleurs dans les premières années de la République, nombre d'entre elles ont été ou exterminées ou forcées de quitter le pays. Mais les autres femmes qui sont exclues, c'est les femmes musulmanes et c'est les femmes kurdes particulièrement. Les femmes des minorités sexuelles, évidemment, ne font pas partie de cette nouvelle forme de féminité kémaliste. La mission principale de ces femmes étant d'élever des nouvelles générations, des belles générations d'enfants turcs, donc de race turque, évidemment sont monogames, sont hétérosexuelles, elles sont mères de famille, et elles sont professionnelles, donc elles travaillent. Donc ces deux, quand on parle des femmes musulmanes qui ont été exclues en fait de cette nouvelle féminité, ça veut dire que les femmes musulmanes, les femmes kurdes ne sont pas considérées comme étant des femmes, elles ne sont pas mises en avant et elles sont considérées en fait presque comme des
en tout cas pour les femmes musulmanes, comme quelque chose d'archaïque, en fait, qui reste d'un empire ottoman, qui est déchu et qui est contre cette modernité. Donc il y a une coupure, la République crée une vraie coupure avec le passé ottoman, et il n'y a absolument aucune reconnaissance de toute la littérature, de toutes les actions, de toutes les participations politiques des femmes avant la création de la République. Les femmes kurdes, à l'époque, n'existaient pas, parce que les Kurdes n'existaient pas officiellement. Donc ça prend beaucoup de... Il y a une très longue période pendant laquelle l'image de la femme turque est cette image que je vous ai décrite, cette femme kémaliste. Et ça dure pendant 80 ans, donc c'est assez récent que les femmes des minorités, que ce soit les minorités sexuelles, ethniques ou religieuses, peuvent se manifester en public. Et ça c'est aussi l'une des lieux de bataille en fait, qu'on a aujourd'hui, avec les femmes musulmanes qui prennent plus de place. Mais de nouveau, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'État qui, depuis le haut, impose une nouvelle forme de féminité. Comme je l'ai dit avant, avec la République kémaliste, le mouvement qui part et qui met en avant les femmes, et que beaucoup d'entre vous, sans doute, ont entendu parler de ces femmes libérées, occidentalisées, modernes, des femmes turques, est un mouvement qui vient du haut, qui est imposé du haut. Le parti politique des femmes qui a été créé en 1923 est un parti aussi qui a été créé du haut et qui a été mis de côté ensuite quand c'était plus tellement utile au leadership politique. Et en fait, cette tension entre les différents mouvements des femmes est quelque chose qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, avec toute la bataille qui a été menée pour que les femmes voilées, par exemple, puissent avoir accès à des administrations publiques, puissent avoir accès à l'éducation. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, donc j'arrête ici. Tu pourrais peut-être juste préciser aussi quand est-ce que les femmes sont rentrées en politique, bien sûr, parce que c'est aussi un processus de don par le pouvoir par le pouvoir dominant. C'est-à-dire, je pense que c'est très différent en France. Tous les partis politiques aujourd'hui même, et depuis le début de la République, créent ce qu'on appelle des comités de femmes des partis. Donc c'est un premier mouvement, hein, si tu veux rebondir sur ça. Bon, en fait, c'est exactement comme tu l'as dit. En 1913, déjà, les femmes ottomanes peuvent faire partie de l'administration, donc elles peuvent être des bureaucrates de l'administration ottomane. En 1934, le droit de voter, le droit d'être élu et de participer à des partis politiques. Il y a des congrès de femmes qui sont organisés dès 1935, mais comme tu l'as dit, en fait, pendant assez longtemps, elles sont vraiment un petit peu comme des annexes des partis politiques des hommes, et donc, suivant le bon vouloir des partis politiques qui sont majoritairement masculins, hommes, les partis sont ouverts ou fermés. Mais tout ce qui a été, évidemment, pendant toute cette période, il y a toujours eu vraiment, au fond, au niveau de la population, les femmes qui étaient organisées pour différentes, en association, et pour défendre certains de leurs droits, et pour défendre leur intégrité corporelle, etc. Mais, en fait, tout ce qui pouvait se passer au niveau public était géré depuis le haut. Oui, voilà. Juste pour faire un peu l'anecdote aussi, pour vous rappeler aussi, par exemple, à travers le corps des femmes, c'est Mustafa Kemal lui-même qui impose que l'on commence un concours de beauté nationale, je crois dès 1928, avec des jeunes femmes turques tout à fait à l'occidental et assez dénudées d'ailleurs, pas tout à fait avec un défilé en maillot, mais presque, et pour couronner sans doute cette audace turque par le haut, je crois que 3 ans après, c'est une femme turque qui remportera la plus belle femme du monde, le concours de la plus belle femme du monde. Je me souviens qu'elle s'appelait Feriha en 1932, me semble-t-il. Donc voilà, tout est imposé par le haut, y compris les symboles à travers le corps, la beauté de la femme. Juste pour l'anecdote. Merci, c'était Elif qui va nous parler peut-être des droits parce que je sais que c'est un sujet qui vous travaille, parce qu'on m'a posé des questions dans la rue aujourd'hui. Le droit à l'avortement, à la contraception, je crois qu'on avait prévu que ce soit Elif qui nous fera aussi dans son intervention. Elle reprendra de là si c'est possible. Elif, si tu peux reprendre aussi par rapport aux avancements qu'on a eus. Est-ce que le droit à la contraception et à l'avortement était un combat mené par les femmes, ou encore une fois octroyé, si vous voulez, par le haut?
Ben biraz daha genel başlamak istiyorum aslında. Normalde D'accord. Türkiye'ye baktığımızda gördüğümüz şey bir grup erkek tarafından yönetilen bir ülke. Tamam. Yani makrodan mikroya erkekler tarafından, erkil bir siyaset, erkil bir anlayış tarafından yönetilen bir ülke görüyoruz aslında. Yani bunu en temel demokrasinin baş tacı olarak nitelenen meclise baktığımızda 500 küsür milletvekilinin sadece %14'ünün kadın olması ya da işte yine seçilen bir alan olan belediye meclis üyelerinin 13 bin küsür meclis üyesinin sadece 308'inin kadın olması aslında karar alma mekanizmalarının tamamen erkeklerin elinde olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde siyasi parti liderlerine de baktığımızda Kürt Partisi olan HDP'nin eş başkanlığı dışında tüm siyasi parti liderlerimiz erkek. Je voulais commencer par une remarque plus générale concernant la situation de la Turquie actuellement. On se rend compte que c'est un pays qui est essentiellement dirigé par les hommes et peu importe les différentes échelles auxquelles on considère la question, à tous les étages du pouvoir, on se rend compte qu'il y a toujours une majorité d'hommes. Si on prend par exemple le Parlement, qui est sans doute le lieu symbolique de la démocratie, on se rend compte que sur plus de 500 députés, on n'a que 14% de femmes. De la même manière, au sein des municipalités, on a aussi un nombre très faible de femmes comparé au nombre d'hommes. Et quand on regarde l'ensemble des leaders politiques actuels, de la même manière, en dehors du parti du HDP, qui fait un effort justement de ce point de vue-là pour maintenir la parité avec des co-directions systématiques à tous les niveaux, le reste des partis politiques affiche un maximum de leaders masculins. Yine benzer bir şekilde 21 tane bakanımız var mesela baktığımızda ve bu bakanlardan sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı kadın. Önceki kabineye baktığımızda da sadece 2 bakanımız kadındı. Bunlardan biri çevre, diğeri aile ve sosyal politikalardı. Yani burada da yine kadının temsili olarak görece daha önemsiz ve işte aile, çocuklar, çevre gibi aslında karar alma ya da bütçesi güçlü olan bakanlıklar yerine daha küçük bütçeli yerlerde konumlandırdığını görüyoruz. Meclis üyelerine döndüğümüzde belediye meclislerinde de aynı şekilde hukuk, imar gibi önemli komisyonlar yerine işte çocuklar, çevre, eğitim gibi daha küçük, daha az dosya işleyen komisyonlarda kadın meclis üyelerinin kullanıldığını görüyoruz. Pour continuer le tableau, si on regarde par exemple les 21 ministres qui composent le gouvernement, on se rend compte qu'il y a une seule femme au sein du gouvernement qui est chargée des affaires familiales. Si on regarde les anciens gouvernements, on avait 2 femmes ministres, une au ministère également des Affaires familiales et une autre à l'environnement. Donc systématiquement, elles sont reléguées dans des ministères qui sont moins importants, des ministères qui ont des petits budgets. Si on regarde à nouveau à l'échelle locale dans les différentes municipalités, de la même manière, elles sont exclues des commissions qui s'occupent par exemple de l'immobilier, etc. Et elles s'occupent davantage des affaires familiales, des enfants, etc. Ve erkekler arasında inanılmaz bir dayanışma var. Yani bu erkeklerin birbirini tutma hali ve kadınların özellikle işte haddini bilmeyerek belki karar alma süreçlerinde yer almak isteyen ve o iktidardaki pastadan payına düşeni talep eden, örgütlenen, dernekleşen ve hani belki seçime giren aday olan kadınların genelde bir şekilde bu erkek dayanışmasıyla dışarıda bırakıldığına çok fazla şahit oluyoruz. On témoigne également d'un autre mécanisme qui permet d'expliquer un peu la situation actuelle. Il y a une solidarité masculine très importante. D'une certaine manière, dès que les femmes s'organisent, qu'elles essayent justement de participer d'une certaine manière aux mécanismes de prise de décision, quels qu'ils soient, on se rend compte que cette solidarité masculine joue à plein et les empêche finalement de participer pleinement à la vie politique. Ya, tanımlanmış makbul bir kadın var. Çağla da buna biraz denildi. İktidar tarafından tanınan bir makbul kadın algısı var. İşte Türk, Sünni, heteroseksüel, 3 çocuk annesi, kendini karısına diyorum nasıl kafalar çalışıyor.
Ardından kendisini kocasına ve çocuklarına heba etmeye hazır ve aynı şekilde devleti için de feda etmeye hazır bir makbul kadın profili var elimizde. Ve sadece kadınlar bu erkeklerden kalan alanın dışında yaşamakla sınırlanmıyor. Bu makbul kadına uymuyorsa o ötekinin ötekisi olmaya itiliyor. Comme Çağla en a parlé un petit peu, il y a une figure de la femme qui est mise en avant, une figure de la femme turque, sunnite, hétérosexuelle, prête à faire 3 enfants, dévouée à son mari, dévouée à l'éducation de ses enfants, également prête à servir la nation, à servir l'État si c'est nécessaire. Donc elles sont finalement systématiquement exclues de l'espace des hommes et elles font l'objet d'une double discrimination. Ve bu kurulan tahakküm çerçevesinde bazen gündemi değiştirmek için, bazen de bu makbul kadın tanımına uymayan kadınları cezalandırmak, makbul kadına uyanlara da sen bu şekilde kal, ancak bu şekilde ben senin olduğun gibi tanırım diyebilmek için kullanılan bir söylem meselesi var. Bu çoğunlukla kadının bedeni üstünden ilerliyor. Kürtaj meselesi de aynen böyle bir şey. Cette pression, finalement, elle est exercée notamment à travers différents sujets d'actualité. Cette figure de la femme, justement, qui est un peu un moule qu'on impose, elle est imposée de manière systématique à travers voilà, des faits d'actualité, notamment sur l'utilisation, le rapport à son corps. Et c'est de cette manière-là, justement, qu'on essaye systématiquement de ramener les femmes à le moule, justement, imposé par l'État. Türkiye'de yasal olarak baktığımızda kanunlarımıza göre 10 haftaya kadar, 10. haftanın sonuna kadar daha doğrusu bir kadın hamile kaldığında bekar ya da evli olmasına bakılmaksızın kürtaj hakkına sahip. Ne zamandan beri? Ne zamandan beri hatırlamıyorum. 80'lerin 84 diye hatırlıyorum. 84 falan. Donc légalement, le droit à l'avortement est reconnu depuis 1984 aux femmes turques. Elles ont la possibilité d'avorter jusqu'à 10 semaines de grossesse. Ama bu 84'ten beri sahip olmasıyla beraber şöyle bir değişiklik var. 2004 senesine kadar evli olan kadınlar eşinden izin alması gerekiyordu. 2004. Avec cette condition, le droit à l'avortement était reconnu dans la mesure où l'accord du mari était apporté au médecin chargé de l'opération. Donc entre 84 et 2004, un droit à l'avortement qui est conditionné par l'accord du mari. Daha sonra bu kaldırıldı. Ancak pratikte ne oluyor derseniz, normalde Türkiye'nin yasalarına baktığımızda imzaladığımız uluslararası sözleşmeler, SİDAV, İstanbul Sözleşmesi ve diğer bir sürü uluslararası hak anlaşmasının altına imza atmış olarak çok iyi bir hukukumuz var. Çünkü anayasamıza göre zaten 90. maddesinde uluslararası hukuk Türkiye hukukunun üstündedir. Ama ve lakin pratiğe baktığımızda bunun böyle işlemediğini görüyoruz. D'un point de vue légal, l'ensemble des accords qui ont été passés, des engagements qui ont été signés par la Turquie sont plutôt favorables à l'avortement, puisque depuis 2004, donc, cette obligation d'apporter l'accord du mari a été levée. Donc, comme les engagements internationaux prennent le pas sur la législation nationale, d'un point de vue juridique, en fait, on a un arsenal juridique qui est suffisamment puissant pour protéger les femmes, mais on se rend compte que dans la pratique, il y a quand même des différences dans l'application de ces engagements. Yani kürtaj meselesi de yasal olarak serbest olmasına rağmen kadın örgütleri bu senenin başında 12 ilde 184 tane devlet hastanesini aradılar ve oralarda kürtaj yapılıp yapılmadığını sordular. Hastanelerden sadece 184 hastaneden 9 tanesi kürtajın yapıldığını söyledi. Bu yapmadığını söyleyen hastanelerin bir kısmı bakanlık genelgesi var, yapamayız, kürtaj yasak değil miydi? Zaten biz kürtaj yapmıyoruz, kürtaj yapmak için imkanlarımız yok gibi cevaplar verdi.
Donc il y a une enquête qui a été réalisée pour justement essayer de se rendre compte dans la pratique quelles étaient les possibilités offertes aux femmes pour se faire avorter. Et on a été dans 184 hôpitaux différents qui étaient donc censés offrir la possibilité du droit à l'avortement. Et on s'est rendu compte que seulement 9 hôpitaux sur les 184 pratiquaient concrètement le droit à l'avortement. Et quand on a posé la question aux autres hôpitaux de pourquoi l'avortement n'était pas pratiqué dans leurs établissements, la réponse qu'on a obtenue généralement, c'était qu'il y avait une circulaire du ministère, soit une circulaire qui avait empêché justement la mise en pratique, ou simplement par faute de moyens, puisqu'ils n'avaient pas forcément le matériel nécessaire pour pratiquer ce genre d'opération. Et l'ignorance, donc, que ce droit existait, puisque certains hôpitaux disaient mais l'avortement n'est-il pas illégal? Donc même l'ignorance par rapport à l'information légale dans le pays. Yani aslında pratikte böyle olması çok normal. Çünkü ülkenin Cumhurbaşkanı televizyona çıkıp kürtaj cinayettir ya da kürtajın ötesinde sezaryen değil normal doğum yapacaksınız. İşte Müslüman ailelerde doğum kontrolü kullanılmaz, bu onların Müslümanlığını bozar tarzı söylemlerde bulunabilirken devlete bağlı kamu hastanelerinde doktorların pratikte yasaları uygulaması çok zorlaşıyor. Le constat qu'on peut faire donc à l'étude de la pratique est finalement assez normal malheureusement, puisque l'ancien Premier ministre, donc actuellement président Monsieur Erdogan, fait régulièrement des références à l'avortement de manière très négative. Il a pu dire entre autres que l'avortement était l'équivalent d'un meurtre, que imposer justement interdire la césarienne pour imposer l'accouchement naturel. Il s'exprime également sur le recours justement aux moyens de contraception en disant que les femmes musulmanes qui ont recours à des moyens de contraception risquent justement d'entacher leur foi. Donc tout un tas d'affirmations comme ça dans l'espace public par un homme politique qui entraîne justement une diminution du recours à l'avortement. Yani bu da en son bir örnek, biraz daha hızlı gitmeye çalışıyorum. Soru cevap kısmında açabiliriz elbet. Yani darbe girişimi gerçekleşti Türkiye'de yakın zamanda ve sonrasında yaklaşık 2 hafta süren bir demokrasi mitingi süreci izledik. Bir demokrasi şovuyla Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı kitleleri sokağa çağırdı. Ve bu sokaklarda iktidarın söylemine bakarsak herkes vardı. Herkesin eşit temsilinden bahsettiler. İşte kadını, çocuğu, çoluğu, gençliği, yaşlısı herkesin sokakta olduğu iddia edildi. Ama hani bir kadın olarak ben o sokağa baktığımda bunun hiç de öyle olmadığını çok net gördüm. Donc depuis le 15 juillet, avec la tentative de coup d'État, le président de la République a appelé le peuple à sortir dans la rue, et il y avait soi-disant des représentants de tous les pans de la société, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des enfants. Mais en tant que femme, quand je regarde les personnes qui étaient justement dans la rue pour défendre la démocratie, on se rend compte que c'était pas du tout le cas. Yani dünyanın sonu da gelse erkekliğin baki kaldığının çok somut bir örneğiydi o sokakların hali. Çünkü bir grup erkek kitlesi, söylemler çok heteroseksist ve tamamen kadın bedeni üstünden kurulan bir küfür dili var. Bunun ötesinde hani tekbir ve hani genel söylemlerde de hani bir tane Trabzonlu yönetici de çıkıp şey dedi, darbecilerin eşlerine tecavüz etmenin normal olduğunu, onların milletin sayılacağını ve hani ona göre zaten kadın bir mal olduğu için güç kimden kime geçiyorsa bir mal olan kadın da o güçten yeni elde eden güç grubuna geçmeliydi. Je vais t'aider.
Donc on s'est bien rendu compte que de toute façon le pouvoir des hommes sera éternel dans ces conditions. Il y avait énormément d'interventions très sexistes parmi les manifestants qui sont sortis dans les rues à ce moment-là. Énormément d'insultes à caractère sexiste, donc très avilissant pour les femmes en général. Il y a notamment un élu de Trabzon qui s'est permis de dire qu'il était légitime de violer les femmes des personnes qui avaient tenté de faire un coup d'État, que dans tous les cas, les femmes étaient des objets qui passaient d'un camp à l'autre en fonction de la personne qui était au pouvoir. Tabii arda bu kadar çok gerçekliği ve bu kadar olup biteni anlatınca biraz olumsuz ve hani umutsuz bir sahne çizmiş gibi olabiliyoruz ama hani diğer yandan söylemek de lazım. Dünyanın sonu gelse de direniş de baki kalıyor ve Çağla'nın da değindiği gibi bizim çok yıllar öteye dayanan bir kadın hareketi ve kadın direnişi öykümüz var. Alors effectivement, le fait de vous donner un peu la liste de tous les points négatifs de la situation des femmes peut paraître assez décourageant. Mais finalement, du moment qu'il y a une lutte qui continue, on peut quand même considérer qu'il y a de l'espoir, puisqu'on voit que le mouvement des femmes existe depuis longtemps et continue sa lutte justement pour l'égalité des sexes. Ya Osmanlı son döneminde de, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de, mevcut iktidarın da son 15 yıldır çizdiği makbul kadına tipine uymayan kadınlar her zaman vardı Türkiye'de ve olmaya da devam edecekler. Ummanın ötesinde mücadele ediyoruz. Ve hani bu kavramda Türkiye'nin kadın ve aynı şekilde LGBT hareketi de bu yapı bozumuna uğratmak için aynı şekilde iktidarın açtığı ya da açmadığı, bir şekilde unuttuğu tüm boşlukları doldurmak için çok büyük bir örgütlülük halinde ve bu örgütlenme de devam edecek. Donc on voit, comme on vous l'a expliqué, que depuis finalement l'Empire ottoman, les débuts de la République et depuis une quinzaine d'années, il y a un mouvement féministe qui continue justement à lutter contre cette espèce de moule de la femme idéale qui limite les femmes dans leur vie. Le mouvement LGBT de la même manière, a énormément avancé de ce point de vue-là, c'est énormément organisé, donc on se rend compte quand même qu'il y a des organisations sur le terrain qui continuent à lutter quotidiennement. Ya bu konuda dayanışma, işte uluslararası dayanışma ya da yerel dayanışmanın çok önemli olduğunu söyleyerek ben bitirmek istiyorum. Voilà, je voulais simplement terminer en rappelant que la solidarité est indispensable et notamment la solidarité internationale. Merci. Nous crierons « Vive les femmes » à la fin. Tu veux faire une précision? Tu as un micro? Est-ce que tu connais le chiffre des femmes en emploi? Allons, dans l'emploi. Je vais ajouter un truc. Ouais. Juste pour compléter, en fait, on allait faire 2 tours, mais je crois que après tout ce que Elif a dit, je vais juste faire une petite articulation, en fait. Donc, j'ai parlé un petit peu de cette femme kémaliste qui était séculaire, monogame, hétérosexuelle, qui avait des enfants, qui était professionnelle. Dans les années 80, en fait, il y a un changement qui commence un petit peu à s'opérer. Et dans les années 80, les femmes kurdes, avec la lutte armée kurde, commencent aussi à sortir dans l'espace public, à être un petit peu, même si elles ne sont pas reconnues, on les voit et leurs actions deviennent de plus en plus visibles. Dans les années 80, particulièrement avec tout ce qui se passe en diaspora, les femmes musulmanes aussi deviennent de plus en plus publiques. En 1993-14, il y a 2 événements très publics qui sont assez importants pour cette transformation au niveau de la perception des femmes. L'un d'entre eux est Leyla Zana au Parlement, donc une parlementaire d'origine kurde qui, lorsqu'elle a fait son serment au Parlement, portait les couleurs du drapeau du Kurdistan. Et s'est exprimée en kurde. Elle s'est exprimée en kurde et elle s'est fait traîner en dehors du Parlement, mettre en prison pendant 10 ans. Donc ça, c'était l'un des points tournants, une intervention très forte d'une femme politique au Parlement. Une autre intervention qui était assez importante, c'était Merve Kavakçı, 97 91.
Ouais. Donc elle qui aussi avait été choisie comme parlementaire et qui est entrée au Parlement avec son voile. Et là aussi, de nouveau, il y a eu beaucoup d'insultes à son encontre et elle a été également démise de sa fonction et ils l'ont attaquée sur des autres choses, etc. Donc, un petit peu à travers ces interventions symboliques dans l'espace public, il y a des revendications des femmes minoritaires qui remet en question en fait cette image de la femme qui est kémaliste. Et ce qu'on voit à partir des années 90, c'est de plus en plus de revendications publiques. Et les femmes des minorités ethniques, mais aussi des femmes qui sont musulmanes. Et on en parlera peut-être après, je pense. Il y a et le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être des formes de féminisme de femmes kurdes. C'est très dommage que Zehra ne soit pas ici ce soir, malheureusement. Et peut-être ici, on peut faire un grand salut à toutes les femmes kurdes qui sont en Turquie en ce moment et qui continuent de se battre. Et il y a également, à partir des années 90, la mise en place en fait, d'un féminisme qui est des féministes musulmanes, qui sont également actives en Turquie. Mais par contre, donc, il y a certaines ruptures un petit peu dans ce paysage public, mais en même temps, il y a une très grande continuité par rapport au fait que c'est toujours l'État aujourd'hui qui définit depuis le haut comment cette femme Makboul, cette femme, comment tu l'as traduit, Makboul ? Voilà, comment cette femme idéale est définie. C'est toujours défini par l'État, c'est toujours défini par le haut et c'est toujours défini par un homme. Par contre, il y a des changements par rapport à comment elle est définie. Elle est aujourd'hui, elle est supposée quand même être voilée, c'est pas imposé, mais de plus en plus aujourd'hui, surtout depuis la venue au pouvoir du AK Party, la femme idéale se voile. Elle est mère de famille, elle est éduquée, mais quand même son rôle principal, c'est toujours d'être la mère de famille. Oui, c'est sans doute aussi par l'émergence d'une bourgeoisie musulmane à partir du pouvoir de l'AKP depuis 2012. Bien sûr, chaque pouvoir, surtout après 14 ans de pouvoir, crée sa propre bourgeoisie, nouvelle bourgeoisie musulmane, très occidentale dans sa consommation, culturelle même d'ailleurs. Mais moi, je voulais faire une toute petite précision parce que je suis sûre que vous alliez poser la question. Par rapport aux femmes turques dans l'emploi, au fil des années, il y avait une recherche, je me souviens, je pense faite à Boğaziçi, à l'université du Bosphore, qui montrait que dans les années 70, le nombre de femmes, le pourcentage de femmes dans l'emploi, mais dans toutes sortes, tout confondu, hein, y compris dans l'emploi agraire, était dans les 75%, qui était très très élevé, voire plus élevé que l'alphabétisation dans certaines régions. Aujourd'hui, je pense que le chiffre est dans les 38%. Bien sûr, on ne peut pas seulement expliquer par ces mouvances islamistes, etc., puisque dans ces années-là, il y avait beaucoup de femmes, comme je vous ai dit, dans le travail agraire, alors que maintenant, voilà, avec les machines, etc., on a beaucoup moins besoin de femmes, parce que ceux qui ont voyagé en Turquie dans ces années-là, sans doute avaient vu que des femmes dans les champs, ce qui était vrai, hein, les hommes étaient plutôt dans le petit café en train de siroter sur leur chai. Et donc, c'est vrai qu'il y a une régression par rapport à la femme, à l'emploi des femmes en Turquie. Alors, on va passer. Tu veux ajouter autre chose? C'est bon? On va passer. On aura un deuxième tour de toute manière. Je peux continuer avec Aline. Aline qui va nous parler de sexisme dans le monde du cinéma, bien sûr, et qui est une féministe, mais on va voir aussi ce féminisme plus intellectuel, plus dans le milieu artistique, et surtout ce merveilleux festival de cinéma de femmes qui s'appelle Filmor. À toi, Aline. Merci Defne, mais je vais parler en turc. İki arkadaşımın ortaya koyduğu tablodan sonra Türkiye'de belki de muhalif kesimin, özellikle kültür sanat alanında faaliyet gösterenlerin çok daha aydın, çok daha ilerici ve ayrımcılıktan uzak insanlar olduğunu hayal edebilirsiniz. Ama bu hayal doğru değil ne yazık ki. Tu veux que je fasse? Oui. Avec tout ce qu'on vous a dit, les deux autres intervenantes, vous aurez peut-être
l'illusion de penser que dans le monde artistique et intellectuel en Turquie, ce sexisme est peut-être un peu moins virulent, mais malheureusement, je ne pourrais pas confirmer vos demandes, vos attentes. Ce n'est pas très différent non plus. Fransızcadan ödünç aldığımız bir kavram seksizm. Özellikle bu alanda kendini gösterir. Kültür sanat alanında çokça da sinemada seksizmin örneklerine çok acı verici formlarda rastlarız. Kültür sanat alanında özellikle de sinemada Fransızcadan ödünç aldığımız seksizm teriminin örneklerine sıkça ve çokça ve çok acı verici oranlarda rastlarız. Dans le domaine de la culture et des arts, malheureusement, on rencontre très souvent des manifestations de sexisme. Kadınların bu alanda da kendilerini gösterebilmeleri, karar mekanizmalarında yer alabilmeleri, özgürce üretim yapabilmeleri çok kısıtlı olanaklarla sağlanır. Les femmes, malheureusement, se trouvent souvent exclues des mécanismes de décision et leur liberté de création se trouve également restreinte. Örneğin film endüstrisindeki rakamları karşılaştırdığımızda ne parlamento ne de belediye meclislerindekinden daha yüksek oranlarda kadına rastlayamayız. Ya da kadının belirme biçimlerinde, tariflerinde, sunumlarında, görsel olarak yansıtılmasında daha ilerici, daha yüksek kültüre ait ayrımcılıktan arı bir biçim göremeyiz. De la même manière que les chiffres qu'on a donnés pour le Parlement et pour d'autres institutions, dans le milieu de l'art et la culture, le pourcentage de femmes n'est pas beaucoup plus élevé. On se rend compte que dans la manière dont elles sont présentées, dans la manière dont leur image est diffusée, elles sont toujours victimes de discriminations diverses. Sinema Türkiye toplumu üzerinde tahmin edebileceğinizden çok daha önemli bir rol oynamıştır. Türkiye'de sinema 70'li yılların sonuna kadar en önemli popüler kültür aracıydı. Türkiye'de toplum en çok film izlerdi, en çok film tüketirdi. O zaman da pek kitap okumazdı, şimdi de okumuyor. Ama o zaman inanılmaz sayıda film izlerdi. Ne yazık ki bu filmlerin hepsi aşırı derecede ticari filmlerdi. Dünyanın her yerinde... Le cinéma a toujours joué un rôle très important dans la culture populaire, notamment depuis les années 70. On se rend compte que donc le nombre de films qui sont diffusés est beaucoup plus important que par exemple le nombre de livres qui est diffusé, donc forme véritablement la culture populaire et qu'il y a quand même des biais à ce cinéma. Dünyanın her yerinde popüler sinema ataerkil yapıyı taklit eder. Son derece tutucu ve milliyetçi bir yapıdadır. Türkiye sinemasında da neredeyse abartılmış bir haldeydi. Bizim Yeşilçam adını verdiğimiz, yani Hollywood gibi bir isimdir bu. Sinema şirketlerinin çok bulunduğu bir sokaktan alır adını. Kadın ve erkek ayrımının çok katı olduğu bir sinema yapılırdı. Bugün örneklerini izlediğimizde bazen kahkahalarla gülüyoruz. Le cinéma donc, de ces années-là, qui a beaucoup influencé la culture populaire, était malheureusement particulièrement patriarcal et conservateur, parfois même exagéré. Il y a toute une école du cinéma qui est un peu l'équivalent d'Hollywood, qui s'appelle Yeşilçam, le cinéma de Yeşilçam, qui désignait le nom de la rue où se trouvaient les principaux cinémas et maisons de production. Et on se rend compte que dans cette vague-là, justement, du cinéma Yeşilçam, il y a une discrimination assez systématique et un traitement assez sexiste, justement, des figures de l'homme et de la femme, à tel point qu'aujourd'hui, quand on regarde ce type de cinéma, on en vient à rire. Bu sinema kadını en kıymetli hazinesi bekaret olan bir süs yaratığına çevirmişti. Dolayısıyla sadece ve sadece gözü yaşlı, ağlayan,
hep haksız bir şekilde bekaretini kaybetmekle, erkeklerle birlikte olmakla suçlanan, zayıf, korunması gereken, kendini bir erkek ve ailesi uğruna feda etmedikçe başka hiçbir değer taşımayan ama güzel, çok güzel olması beklenen, aynı zamanda çok da seksi olması beklenen ama bu seksiliğiyle kimseyi tahrik etmemesi gereken, yani işi çok zor olan bir kadın tipi vardı. La figure donc, de la femme qui est présentée dans ce type de cinéma est particulièrement intéressante. Donc c'est une femme dont la principale vertu est la virginité, qui justement est dévouée à sa famille, qui est systématiquement condamnée pour avoir un amour non légitime, systématiquement un personnage plutôt faible, avec une propension au don de soi et surtout très belle, sexy sans être trop provocante, donc quand même un modèle de femme dans le cinéma qui est particulièrement dur à obtenir. Yani sevilesi, tapılası bir kadın var ama asla dokunulmadan sevilmesi gerekiyor. Evlilik çerçevesi içinde dokunuluyorsa bizim bunu görmememiz gerekiyor ve hep bir seferde hamile kalıyor. Mutlaka hiç şaşmıyor. Pour poursuivre justement la description, il faut donc que ce soit une femme belle, sexy, etc., mais surtout qu'on ne peut pas toucher, et surtout elle doit tomber enceinte dès la première fois. O bir arzu nesnesi ama arzulanmayacak, kendisi kimseyi arzulamayacak. Hep ağlayacak, hep çile çekecek, dayak yiyecek, çok açık dayak sahneleri vardı. Tokatlar inanılmazdı. Yani Yeşilçam'ın starları, erkek starları bir tokat atar ve kadını fırıldak gibi çevirirdi. En çok gördüğümüz sahne yatağa kapanmış, hüngür hüngür ağlayan kadındı. Ama asla rimelleri akmazdı. Donc c'est un personnage qui suscite le désir, mais surtout qui n'a jamais de désir. Un personnage qui est systématiquement en larmes pour tout, qui est frappé constamment. Les gifles des hommes est vraiment... on peut faire un collage de gifles d'hommes dans le cinéma turc. Bundan 10 yıl kadar önce bu konuda bir belgesel yaptık. Hatta Kretey'de de gösterildi. Yani Yeşilçam sinemasının kadınların namusuyla ilişkili, namus kavramını nasıl açıklayacağız biraz zor ama namusuyla ilgili hani çok ciddi bir sorunu vardı. Yani gerçekten yüzlerce filmi izledik ve bulduğumuz sahneler, ayıkladığımız sahneler ve arka arkaya montajladığımız sahneler ancak psikanalistlerin aralığına girer. Donc, oui. Depuis une dizaine d'années, il y a un documentaire qui a été fait pour essayer d'analyser un peu de manière plus systématique, il y a une dizaine d'années, pardon, justement le cinéma de Yeşilçam, et on voit que la question de la vertu des femmes est une valeur particulièrement centrale de ce cinéma. On a trouvé que c'était particulièrement problématique et on a décidé de s'attarder un petit peu sur cette question. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faut aborder de manière quasiment psychanalytique. Halk üzerinde, çok geniş kitleler üzerinde çok güçlü etkisi olan bir sinemaydı bu. İnsanlar o filmlerle ağlayıp o filmlerle güldüler. Bu bir abartı değil, sosyolojik bir gerçeklik. Ve böyle bir sinemanın erkekleri ise şiddet kullanmaya eğilimli ama şiddeti şiddet değil, hak aramak ve hak sağlamak diye gösteren. Buna efsanemiz olan Yılmaz Güney de dahildir. İnanılmaz kahramanlardı, güçlüydüler, asla ağlamazlardı, asla yıkılmazlardı, hata yapmazlardı. İmzasız bir mektup geldiği için eve döve döve sokağa attıkları kadın daha sonra gelip ayaklarına kapanırdı, adam yine haklı olurdu. Donc c'est un cinéma qui a été particulièrement puissant pour forger l'imaginaire collectif. Il se trouve que systématiquement, donc, on voit qu'il y a une violence qui est légitimée, qu'elle n'est pas traitée comme une violence à proprement parler, mais comme une forme de recherche légitime que n'importe quel homme est dans son bon droit par la violence
de taper sa femme, etc. Et Yılmaz Güney, la figure de Yılmaz Güney, n'en est pas exemptée. On a toujours une figure de l'homme comme un héros qui est sans faille, qui ne pleure jamais, qui ne fait jamais d'erreur. Quand, par exemple, une lettre anonyme arrive à la maison et que l'homme tombe dessus, il a le droit, bien sûr, de taper sa femme. 90'lı yıllarda Türkiye sineması çok büyük bir dönüşüm geçirdi. Genç, iyi eğitimli, dünya sinemasına açık, gayri resmi eğitimle kendisini farklı bir sinema üretmeye kodlamış bir kuşak geldi. Ve onların en azından sinemada ayrımcılıkla ilgili, kadına bakışla ilgili, daha doğrusu erkek olmayana bakışla ilgili daha atılımcı olacaklarını, daha cesur olacaklarını, tabuları yıkacaklarını umuyorduk. Donc il y a eu un grand changement de cette trajectoire dans les années 90, avec une nouvelle génération de cinéastes qui émergent, plus jeunes, souvent diplômés, et donc qui va justement s'attaquer un petit peu à la question de ces discriminations, au rôle et aux identités de genre justement. Ama ne yazık ki durum öyle olmadı. Öncelikle kadın sinemacı sayısı yine az kaldı ama gitgide tırmanıyor. Anlayış da yavaş yavaş değişiyor ama beklediğimiz atılım gelene kadar harekete geçmemiz gerektiğini düşündük. Depuis ces dernières années, on voit qu'il y a un nombre de femmes donc, cinéastes qui augmente à une vitesse assez stupéfiante. Et donc, il y a une compréhension générale du cinéma donc, qui est en train d'évoluer grâce à l'entrée des femmes dans ce monde-là. Mais on se rend compte aussi qu'il faut essayer de passer à l'action rapidement. Bundan 20 yıl önce Ankara'da Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başladı. 16 yıl önce de İstanbul'da Filmmor Kadın Filmleri Kooperatifi kuruldu. Bir yıl sonra da festivali yapmaya başladılar. Donc il y a une vingtaine d'années, il y a un festival de films de femmes qui s'appelle les Ballets Volants qui a été organisé à Ankara et de la même manière son corollaire à Istanbul avec le festival Filmmor. Her iki organizasyonun da esas amacı kadınların gayri resmi eğitimini sağlayan birer sivil toplum kuruluşu olmaktı. Özellikle Filmmor odaklı olarak anlatacağım çünkü ben de bu deneyimin içinde yer aldım. Önce uzaktan gönüllü olarak, ondan sonra aktif biçimde işte belgesellerde olsun, festivalde olsun rol alarak. Donc ce sont des festivals qui ont permis justement, dont l'un des objectifs était de former des jeunes femmes cinéastes. Je vais plutôt parler de l'expérience de Filmmor puisque c'est l'organisation que je connais le mieux puisque j'y ai participé, d'abord en tant que bénévole et puis ensuite dans divers festivals. Şimdi Kadın Filmleri Kooperatifinin amacı kadınların kendilerini kamera aracılığıyla daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak. Tabii ki görsel işitsel çağda yaşıyoruz ve kamera aracılığıyla kendini ifade etmek kadınlar için hayati önem taşıyor. Bu şekilde kendi hikayelerini anlatabilirler, bu şekilde kendi hayallerini gerçekleştirebilirler. Gerçekten de bu çağın en önemli kitle iletişim araçlarından biri sinema. O dönem tabii sinema video ayrımı yapıyorduk. Şimdi bu ayrımı da yapmıyoruz. Görsel işitsel diyoruz. Görsel işitsel alanda doğru bir şekilde kendi hikayelerini anlatmaları gerekiyordu. Donc, au sein de cette coopérative justement de femmes cinéastes, ce qui paraissait important, c'est d'apprendre à manier la caméra pour pouvoir s'exprimer. Et c'était vraiment un enjeu vital puisque il fallait justement pouvoir raconter des histoires de femmes, pouvoir mettre à l'écran des rêves de femmes et être autonome dans l'utilisation des moyens audiovisuels puisque ce sont les moyens les plus importants à l'heure actuelle pour essayer de diffuser un message. Bu teorik bir iş değil, pratik bir iş. Kadınların bu aletleri kullanarak doğrudan üretim yapmalarını sağlamak öncelikliydi bizim için.
Tabii ki bir yandan kuramsal eğitim de veriliyordu ama önemli olan hemen şimdi harekete geçip anlatmak istediklerini anlatmak. Bunun için de başkalarının deneyimlerini paylaşmaları çok yararlı olacaktı. Yani festivalde kadınların nesnesi değil öznesi olduğu filmleri getirerek, onlara göstererek ne yapılabileceğini somut biçimde sunmaya başladık. Donc c'était une formation centrée sur la pratique et pas sur la théorie, même si on avait des discussions de théoriques en marge. Le principal, c'était d'apprendre à utiliser la technique, tous ces moyens qui permettent de faire du cinéma. On a gagné beaucoup en expérience et l'idée, c'était justement de pouvoir, par la participation à des festivals, etc., de cesser en tant que femme d'être des objets du cinéma, mais de devenir des actrices du cinéma. De faire du cinéma. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on a essayé de développer les activités de ces institutions. Türkiye'de kültür sanat etkinlikleri genelde merkezidir. Hemen her şey İstanbul'da olur, biraz Ankara'da olur. Birkaç büyük şehire ya gider ya gitmez. Ama Filmmor'un hemen her yere ulaşması çok önemliydi. O yüzden de gezici bir festival. İzmir'den Van'a, Mersin'den Sinop'a kadar Türkiye'nin dört bir şehrine gidiyor. Itinérant. Festival itinérant. D'accord. Donc c'était un festival itinérant qui avait essentiellement lieu à Istanbul et à Ankara, donc le festival Filmmor, mais qui a pu apporter, donc diffuser des films aux quatre coins de la Turquie, donc des villes comme İzmir sur la côte égéenne ou Van tout à fait à l'est du pays. Ve dünyanın mümkün olan her yerinden kadın sinemacının gelip deneyimlerini Türkiye'den sinemacılarla ya da sinemacı olmak isteyenlerle ya da sinefillerle paylaşması gerekiyordu. Hem üretim koşulları açısından hem dağıtım olanakları açısından hem de düşüncelerini ifade etme ve kendi dillerini oluşturma yöntemlerini anlatmaları açısından bunu çok önemsiyorduk, hala önemsiyoruz. Donc même au-delà de simplement du territoire de la Turquie, c'était important de pouvoir amener à l'étranger l'expérience justement des cinéastes turcs, des associations, de partager ces expériences. D'un point de vue que ce soit de la production et de la diffusion, c'était important de pouvoir partager aussi une certaine manière de s'exprimer. De la même manière, ce sont tous ces points-là qu'on a auxquels on n'a pas particulièrement fait attention pendant toutes ces années. Ve tabii programdaki filmlerin içeriği de çok önemli. Hani sadece kadınlar tarafından yapılmış filmler olması yetmiyor ama kadınlar hakkında filmler olması da gerekiyor. Yani Filmmor'u belki biraz katı biçimde feminist bir festival diye tanımlayabilirim. Donc on voit à travers le contenu du programme du festival donc, qu'il y a ce type de cinéma, ce type de film. Mais ce qui était important, ce n'était pas uniquement de faire des films entre femmes, mais aussi de faire des films au sujet des femmes. Et c'est justement ce qu'on a essayé de faire au sein de Filmmor. Filmmor'un 7. yılını tamamlayan bir de eğlenceli etkinliği var. Türkiye sinemasındaki seksizme karşı ödüller veriyoruz. Tabii bu ödülleri kimse almaya gelmiyor. Nedenini anlatayım. Türkiye sinemasında bir yıl içinde yapılan ve gösterime çıkan filmleri izliyoruz. İzleyenlerin arasında sadece Filmmor ve kadınlar değil, herkes var, erkek arkadaşlarımız da var. Ve filmler arasında özellikle Yeşilçam'dan arta kalan ya da yeni icat edilmiş ayrımcılık biçimlerini ayıklıyoruz. Donc à partir de la 7e année du Festival de Filmmor, on a mis en place une cérémonie de remise de prix. Un peu ironique, donc je vais vous expliquer le principe. On visionnait tous les films qui avaient été produits et diffusés dans l'année,
Et on essayait justement de distinguer, de mettre de côté les films qui montraient d'une certaine manière tout type de discrimination, donc les types de discrimination qu'on pouvait rencontrer dans le courant de Yeşilçam, et de nouveaux types de discrimination nouvellement inventés. Ödülümüzün adı Altın Bamya. Bu ödülün adına karar verişimiz ilginç olmuştu. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde festivallerde böyle bir altın bitki hayvan ödülü verilir. Biz de bunu da hani biraz bununla da biraz alay etmek istemiştik. Ve bir sürü şey ortaya atıldığında Altın Bamya dediğinde bir arkadaşımız hepimiz kahkahayı koyverdik. O zaman anladık ki evet bu ödülün adı o olmalı. Donc le nom de cette cérémonie, ça s'appelle le gombo d'or. Donc c'est un légume qui est présent notamment en Turquie. Vous savez bien que du coup, dans plusieurs festivals, il y a toujours soit un animal, soit une plante qui est utilisée pour le prix. Et donc quand on a essayé de faire un peu un brainstorming pour trouver une plante ou un animal pour représenter justement le festival, on a pensé au gombo justement, et la personne au moment où le mot de gombo a été prononcé, on a tous explosé de rire, et là on s'est dit c'est bon, on le tient. Kişileri hedef almıyoruz, tamamen filmleri hedef alıyoruz ve Altın Bamya'yı film, senaryo, erkek ve kadın karakter dalında veriyoruz. Homofobi için ve kadını çok nesneleştiren ama ciddiye alınmayacak olan romantik komediler için de bir tek taş yüzük ödülümüz var. Donc on essaye dans la mesure du possible de ne pas en faire une attaque personnelle et de se concentrer véritablement sur une analyse du film. Il y a une analyse donc, qui porte sur le film, sur le scénario, sur les personnages féminins et les personnages masculins, et aussi également une attention particulière qui est portée pour tout ce qui est homophobie. Ödülümüzü kazananlar arasında hani Türkiye'de en yüksek gişe hasılatını elde eden filmler de var, Nuri Bilge Ceylan da var. Et donc parmi les heureux victorieux de ce prix, il y a notamment un nom qui vous sera sans doute familier, qui est particulièrement connu en Turquie, puisque c'est Nuri Bilge Ceylan. Çünkü şu son söyleyeceğim şey, sonra ikinci turda devam ederiz ya da sorularınız olursa. Dediğim gibi Türkiye'de muhalif çevrelerin, entelektüel çevrelerin, kültür sanat dünyasının ülkenin genelinden daha ileri bir seviyede olduğunu ancak hayal edebiliriz ama hiç göremedik bugüne kadar. Dolayısıyla biz de kimseye ayrımcılık uygulamamaya karar verdik. J'ai compris, moi. Elle veut dire, en fait, comme dans le monde du cinéma, bien évidemment, mais dans le milieu intellectuel, artistique, etc., comme il n'y a pas de différence dans le sexisme, bah nous avons décidé non plus de ne pas faire de discrimination, et on a pris tous les gens qui sont dans ce milieu, sont toujours, elle veut dire, elles sont vigilantes, elles suivent de près tout le sexisme et la discrimination possible. Böyle mizahla kalkışılan bir eleştirinin çok iyi sonuç verdiğini de gördük. Birçok kişi gerçekten bu ödülü almak istemedi. Aday gösterildiğinde üzüldü, sıkıldı, alındı. Hatta Türkiye'nin en ünlü komedyeni Cem Yılmaz bir büyük akademi ödülü alırken Türkiye'de kısa bir süre verilen ödüller vardı. Sahnede kendini savunma ihtiyacını hissetti. O zaman çok memnun olduk. Donc on s'est rendu compte que même malgré le ton humoristique quand même de la cérémonie, il y avait pas mal de gens qui le prenaient assez mal et qui étaient assez vexés justement de recevoir ce genre de prix. Il y a notamment un humoriste particulièrement connu qui s'appelle Cem Yılmaz, vexé à tel point qu'il s'est senti obligé de se justifier sur scène.
pendant son stand-up. Hein. Il a parlé du gombo d'or et s'est expliqué pourquoi il avait fait ce truc sexiste. Hein. Aslında bir şeyi anladık ki ciddi ciddi yazıp çizdiğimiz zaman, eleştirilerimizde yer verdiğimiz zaman insanlar bunu çok net algılayamıyor. Yani ne yaptıklarını onlara doğru bir dille bile anlatsanız çok farkında olmuyorlar. Çünkü bilinçaltımıza çok işlemiş bu ayrımcılık. Yani neyi eleştirdiğimizi anlayamayabiliyorlar. Ne varmış kadın güzelse, ne varmış kadın arzulanırsa diyorlar. Hayır, o arzulanması ve güzel olması değil mesele. Nesneleştirmesi dediğiniz zaman onların gerçekten hissettiği, anladığı bir nesneleştirme kavramı yok. Bu bazen kadın yönetmenlerde de olmayabiliyor. Quand on essaye justement de faire un peu de pédagogie pour expliquer ce qui peut être sexiste dans ce genre de comportement très spontané, on se heurte souvent à une incompréhension. Il y a beaucoup de personnes à qui on essaye d'expliquer, même avec beaucoup de délicatesse, pourquoi est-ce qu'en fait les propos qu'ils ont tenus sont sexistes. Et on se rend compte en fait qu'il y a très peu de conscience de ça. Ça fait partie, la langue sexiste et les réflexes sexistes sont tellement ancrés que de toute façon il y a un problème justement de communication à cause de ça. Et on essaie d'expliquer justement qu'il s'agit justement d'une objectification systématique pour les femmes et ça peut être aussi le cas pour des réalisateurs féminins. Kadınların ve LGBT bireylerin hiç olmadığı, hiç görünmediği bir yapıyı eleştirdiğimizde de çok şaşırıyorlar. Bunda ne buldunuz? Yoklardı ki diyorlar. Et quand on parle justement en particulier des femmes ou alors des minorités LGBT, etc., ils s'étonnent puisqu'ils disent de toute façon ils sont pas là, ils n'existent pas. Bu yüzden de kadınların varlığını ve çokluğunu ve gücünü gösteren etkinlikler ve filmler yapmak için şu anda hala çaba gösteriyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Et c'est donc pour ça qu'on continue le combat pour essayer de montrer, de visibiliser la présence des femmes et leur présence dans ce genre d'endroit et qu'on va continuer le mouvement. Oui, le combat continue, notre débat continue. Je sais que vous avez plein de questions à ces magnifiques intervenantes. Tout d'abord, je vais me permettre de faire un rappel parce que je sais que je vais oublier. Je voulais vraiment remercier Céline pour sa traduction. Je devais le faire dès le début. Et aussi... Attendez, c'est pas fini. Il y a Émilie, Anne-Edmé et Claire avec cette merveilleuse équipe qui font depuis le début un travail extraordinaire avec la langue des signes. Vous voyez que ce soir, nous sommes que des femmes. Donc voilà, l'avenir est quand même chez nous, avait dit Monsieur Aragon, me semble-t-il. Donc, je vais passer aux questions maintenant, puisque voilà, on est dans les temps. Je vais vous demander de lever bien haut la main. Comme je vous avais précisé, tout ce qui concerne les femmes kurdes, ça sera pour après-demain. Donc, nous sommes prêts à vous répondre. Monsieur, s'il vous plaît. Et si vous pouvez, si vous avez quelqu'un, vous les adressez ou généralement, c'est pas grave. Très bien. D'abord, merci à toutes. Et j'ai deux questions qui sont pour la deuxième intervenante. J'ai oublié son nom et je m'excuse pour la traductrice. Je m'excuse pour la traductrice que je vais obliger de continuer à travailler. Excusez-moi, techniquement, ici au panel, on n'entend rien. De ce micro, hein, on a un gros problème. On n'entend pas du tout. Bon, c'est le mien peut-être. Ah oui, c'est mieux ça. On va voir. Oui, est-ce que ça va mieux comme ça? Bon. Donc, j'ai deux questions. La première qui est anecdotique, c'est, vous avez dit qu'il y a eu la loi sur l'avortement. Et que dans la première période, il fallait l'autorisation du mari. Et donc, qu'en est-il pour une femme dite célibataire ou non mariée? Comment ça se passe? La deuxième question, plus importante, vous avez parlé de féministes musulmanes. Et j'en voudrais en savoir plus parce que je sais qu'en France, comme en Algérie, il y a des féministes musulmanes qui relisent le Coran
pour essayer de trouver des versions non patriarcales de la tradition musulmane et en quoi consiste le féminisme musulman en Turquie. Merci, monsieur. Birinci, tu as entendu la première? D'accord. Moi, je vais faire un petit résumé en turc pour les turcophones. Türkçe bir söyleyeyim soruları, ben tercih edeyim. Birinci soru çok kısa söyleyeceğim. Birinci soru, kürtajda eğer kadın bekarsa ne oluyor? İzin olmadığına göre, kocası olmadığına göre izin alacak. Bekar kadınlar kürtaj yaptırmak isterse ne oluyor? İkincisinde de Türkiye'deki Müslüman feministleri biraz daha açar mısınız dedim. Ya pratikte bekar kadınlar yaptırabiliyordu ama daha çok şu söylemi kullanıyorlardı. Ben tecavüze uğradım, aldırmak istiyorum. Çok yaygın kullanılan bir söylemdi bekar kadınlarda. Bu söylemin arkasına sığınarak çoğunlukla kürtaj oluyorlardı. Dans la pratique, donc les femmes célibataires avaient la possibilité d'être avortées, mais par contre, le mobile qui était souvent avancé, c'était le viol. Donc elles arrivaient, elles disaient j'ai été violée, et c'est en général en se cachant sous ce type d'appellation qu'elles pouvaient être avortées. Il faut que je dise, c'est une situation vraiment très nouveau. Hein. Il n'y avait aucun problème il y a quelques ans. Normalement, surtout dans les grandes villes comme Istanbul, Ankara, on n'avait aucun problème à aller dans une clinique, avorter. Mais dernièrement, il y a des problèmes et il y a des messages que l'hôpital doit envoyer un message aux parents, par exemple, s'ils ont un champ. Mais il y a excusez-moi le terme, des bêtises comme ça. Mais ce ne sont pas en fait légales, mais voilà. Donc la loi ne dicte pas ces demandes, mais c'est juste la pratique en fait. Şey var, bir de zaten bu kürtaj olmanın ötesinde o çocuk düşürme kadınlar arasında çok yaygın bir bilgidir. Hani nasıl bir çocuğu, istenmeyen bir gebeliği nasıl sonlandıracağı mesela kadından kadına aktarılan bir şeydi ve son 10 yılda bu kürtaj muhabbeti çıkana kadar çok fazla alternatif muayenehanede bir sürü doktor kendi yerinde bunu yapıyordu zaten. Ama bu Cumhurbaşkanı'nın diline veya devlet politikasına dönüştüğünde dışarıda yapan doktorlar da devletten korktuğu için yapmamaya başladı. Haliyle daha pahalı bir hizmet haline geldi ve daha az erişilebilir bir hizmet haline geldi. L'avortement donc se pratiquait également, mais il y avait beaucoup de techniques qui étaient transmises entre femmes finalement pour finalement faire semblant d'avoir une fausse couche. C'était des choses qui se transmettaient d'une femme à l'autre. Donc il y a beaucoup d'alternatives finalement pour pouvoir avorter en dehors du système de santé. Mais effectivement, depuis l'inflation de ce type de discours comme ce que fait le président régulièrement, et le fait que ce soit devenu une sorte de politique d'État, il y a de plus en plus de problèmes. Même les médecins finissent par avoir peur de l'État. Et puis de manière très concrète, il y a aussi des avortements qui coûtent de plus en plus cher. Et donc concrètement, ça devient compliqué de se faire avorter. Qui veut rebondir sur les féministes musulmanes? Çağla, tu veux dire deux mots? Pour compléter un petit peu ce qui se disait avant, en fait, un petit peu ce lien aussi entre le viol et la question de l'avortement, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est à travers certains des représentants politiques du Parti particulièrement, qui arrivent de plus en plus à justifier les cas de viol. On a même eu des ministres qui ont dit qu'une femme qui se faisait violer n'aurait pas le droit d'avorter, mais que l'État prendrait soin de son enfant. Donc on voit de différentes façons en fait une légitimation de cette violence sexuelle. L'une des choses qu'on vit très fort ces dernières années, c'est une violence qui est sexuelle contre les femmes, mais qui est aussi les enfants,
et les personnes des minorités sexuelles, les trans et les gays, hommes et femmes. Cette violence sexuelle s'accompagne en fait d'une sorte de folie meurtrière aussi qui peut, à travers les viols ou se transmettre en des accusations des femmes qui sont obligées de marier les personnes qui les ont violées ou qui doivent porter les enfants de ces viols et qui n'ont pas le droit en fait d'avoir aucune autonomie sur leur corps. Mais comme je le disais, il y a aussi accompagné par exemple les meurtres qu'on a vus ces dernières semaines une personne gay réfugiée syrienne dont on a coupé les bras et les jambes avant de l'exécuter, et aussi la semaine passée Hande qui a été exécuté, ensuite brûlé, violé, etc. Donc il y a une violence physique qui est très importante, peut-être qu'on peut le mentionner ici par rapport à ces cas. Donc c'est pas seulement que l'État en fait ne donne pas au droit, le droit aux femmes de faire ce qu'elles veulent avec leur corps, mais il y a aussi une imposition par le haut et un discours, en fait, quelque chose qui se passe au niveau discursif des hommes politiques qui légitiment ces violences et qui aussi empêchent aux femmes de pouvoir prendre soin d'eux. Ce qui est aussi très important, justement, les associations de femmes qui font un travail incroyable, les associations de femmes et des minorités et lambda, etc. Peut-être Elif pourra en parler, qui font un travail incroyable de soutien, médical, etc. Au niveau du féminisme islamique, il y a quelque chose, en fait, il y a une tension assez importante en Turquie. Comme vous l'avez mentionné, en fait, ça fait plusieurs années qu'un petit peu partout dans le monde, les femmes musulmanes proposent des approches discursives, en fait, et relisent les sources de connaissances islamiques, donc le Coran et la Sunna, et essayent de faire une réinterprétation des textes. Donc les textes, on sait bien que ça fait des centaines d'années qu'ils sont lus par les hommes, interprétés par les hommes, et qu'il y a certains termes aussi qui sont lus par les femmes. Donc il y a un travail qui se fait à ce niveau-là. Internationalement. En Turquie également, il y a des femmes qui regardent les sources. Par contre, il y a une petite tension en Turquie, c'est que premièrement, le terme de féminisme est presque une insulte, encore en Turquie. Donc, être féministe, c'est être occidental, c'est un concept qui est supposé être importé de l'extérieur. Donc, quand on dit qu'on est féministe, c'est presque, on est presque en train de faire... c'est un terme qui est mal vu. Mais il y a parmi les femmes musulmanes aujourd'hui, il y a des femmes qui se revendiquent, qui se positionnent contre le système patriarcal, qui se positionnent contre pas seulement les lectures religieuses des textes des hommes, mais aussi qui se positionnent contre les politiques étatiques, contre le gouvernement par rapport à la façon dont ils sont en train de changer en fait l'espace qui est ouvert aux femmes. Mais en même temps, il y a une forme, en fait, les hommes musulmans, les hommes pratiquants musulmans qui sont représentants de l'État en ce moment, ont aussi instrumentalisé la question des femmes. Donc ils ont beaucoup utilisé cette question du voile, par exemple, que les femmes voilées puissent avoir accès à l'éducation, puissent aller être des bureaucrates et être voilées en même temps. Mais j'aimerais aussi souligner que tout ce mouvement qui soutenait les femmes voilées pour qu'elles puissent avoir des espaces publics, a été également soutenu par des femmes, des femmes féministes, donc qui n'étaient pas musulmanes non plus, et des hommes féministes. Donc il y a beaucoup de personnes, parmi les universitaires pour la paix, par exemple, beaucoup des personnes qui ont signé cette pétition ont également signé la pétition, ont également milité dans les dernières années pour que les femmes voilées puissent entrer dans les universités, etc. Donc il y a beaucoup de tensions autour de ce terme. Mais c'est vrai que je pense que les femmes musulmanes aujourd'hui, elles sont de plus en plus actives. Elles ont des espaces, mais elles sont très limitées par ce système patriarcal. Comme le disait Elif, en fait, quand elles deviennent des politiciennes, elles sont systématiquement mises dans le ministère des Affaires de religion. Et elles sont aussi, on attend d'elles qu'elles parlent de la voix de l'État et qu'elles reproduisent en fait le système. Il y a des jeunes femmes musulmanes, par exemple, il y a une organisation, peut-être qu'on en parlera après, les Femmes pour la paix, qui nous permet un petit peu de transcender beaucoup des tabous et des ruptures ou des fissures à l'intérieur de la société turque. Parmi les femmes pour la paix, il y a des femmes kurdes, il y a des femmes turques, il y a des socialistes, il y a des femmes musulmanes, etc. Là, on arrive à faire un mouvement plus grand. Et il y a des femmes très jeunes, des femmes voilées, qui participent en fait aux différentes associations féministes et qui sont incluses. Et nous, on essaye aussi également de faire des actions avec elles. Donc, il y a des ponts, on essaye de construire des ponts, mais c'est assez difficile. Pour elles, c'est difficile aussi. Et si je me souviens bien, c'est un groupe que j'avais rencontré lors du soulèvement Gezi
les musulmans non capitalistes, anticapitalistes aussi, ont une branche féministe très pointue qui est assez intéressant. Elif, je pense que tu voulais rebondir. Ya Çağla'nın da değindiği gibi aslında bu başörtüsü yasağının kamu kurumlarında ve üniversitelerden kalkmasıyla aslında kendini Müslüman olarak tanımlayan başörtülü kadınların eğitim almaya başlaması ve çalışmaya başladığını görüyoruz. Bunun bir sonucu olarak da Müslüman kadın imajının değişmeye başladığını seyrettik aslında bu yasağın kalkmasıyla. Comme un peu pour prolonger les propos de Çağla, justement, avec autour de cette histoire du voile, justement, depuis la loi qui a autorisé les femmes voilées à rentrer à l'université, à rentrer dans différentes institutions publiques, on voit que justement la figure de la femme musulmane a changé, puisque désormais donc, les femmes peuvent travailler avec leur voile, elles peuvent également être diplômées, recevoir une éducation, etc. Donc on a une évolution de l'image de la femme musulmane. Yani özellikle son 15 senede yani bu kapitali elinde tutan grupların yani Müslüman kadın tiplemesini şimdiye kadar bize başörtülü köylü kadın olarak hep gösterirlerken şimdi son 15 senede modern, okuyan, başörtülü ama çalışan kadın imajı altında göstermeye başladılar. Ve benzer bir şekilde daha önce alt ve orta sınıfken şimdi orta üst sınıf ve üst sınıf kategorisine geçmesiyle bu kitlenin aslında modern kadınla özdeşleşen şeyleri yapan Müslüman kadınlar görmeye başladık biz. Televizyonda, medyada, her tür görsel ve dijital basında. Donc depuis une quinzaine d'années, on assiste à une évolution justement de la femme, notamment parce que les groupes justement qui sont détenteurs du capital en Turquie sont essentiellement musulmans. Donc les femmes de ce groupe-là, comme l'ensemble du groupe, donc sont arrivées à une position sociale plus enviable. C'est désormais des femmes qui font partie de la classe moyenne, voire de la classe supérieure. Et donc c'est des femmes qui sont éduquées, qui lisent et qui travaillent. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, l'image de la femme voilée musulmane est en train de devenir l'équivalent de la femme moderne. Her ne kadar iktidar bir makbul kadın tanımlayıp kadınları o çerçevede tutmaya çalışsa da şimdi en başta kendi kadınları eğitim aldıkça ve kendi ekonomik gelirlerini kazanmaya başladıkça bu çerçeveyi zorlar hale geliyorlar. Yani 20 sene öncesinde jip kullanan başörtülü bir kadın görmek Türkiye'de bayağı bir mucize olabilirdi. Ama şu an o kapitali eğitime alması ve kendi aydınlarını yaratmaları sonucunda başörtülü yazmaya başlamaları, televizyona çıkmaları sonucunda aslında bu Müslümanlığın kadın perspektifinden yeniden okunmasını biz Müslüman kadınlar tarafından izliyoruz. Donc même si il y a toujours justement ce cadre-là de la femme idéale qui continue à être d'actualité, les femmes justement de cette bourgeoisie musulmane qui a émergé ces derniers temps a finalement un peu, je dirais, déchiré les coutures du vêtement dans lesquels elles étaient un peu confinées. Il y a de plus en plus justement de femmes, par exemple, il y a une dizaine d'années, vous n'auriez jamais pu voir une femme voilée qui conduisait une Jeep, et maintenant c'est possible. Donc on voit quand même qu'il y a une évolution de l'image de ce profil, de ce type de personnes. C'est de plus en plus des femmes qui peuvent avoir des profils d'intellectuels. Donc on voit justement qu'elles ont largement dépassé le cadre et que désormais plus on avance et plus on arrive à observer un peu la situation de leur point de vue à elles. Oui, juste pour préciser, je vais ajouter ce qu'elle disait. En plus, comme on disait tout à l'heure, avec cette nouvelle bourgeoisie musulmane conservatrice, etc., bien évidemment, comme le veut le développement naturel social, il y a une intelligentsia musulmane qui naît de cette bourgeoisie musulmane. C'est ce qu'elle voulait dire surtout. C'est-à-dire, et parmi ceux-là, bien sûr, il y a des femmes intellectuelles de cette nouvelle mouvance qui ont un autre rapport au féminisme, etc. Ve yine benzer bir şekilde LGBT hareketi içinde de Kur'an'ın queer okumaları başladı. Yani Müslüman eşcinsellerin giderek örgütlenmeye başlaması ve hareket içinde kendini tanımlamasıyla beraber daha şimdi küçük küçük gelişen bir şey. Ama mevcut Kur'an'ın queer okumalarına ve eşcinsel ve trans kadınların ve erkeklerin, bireylerin kendine Kur'an'da yer açmaya başladığını görüyoruz.
très important. On peut voir aussi l'évolution de ces questions-là à travers le mouvement LGBT, puisque ces dernières années, il y a une augmentation des lectures et des textes qui sont écrits sur la question queer. Il y a de plus en plus de musulmans homosexuels qui font leur coming out, qui sortent un peu de l'ombre pour obtenir une certaine reconnaissance, et donc qui cherchent dans une lecture du Coran une possibilité justement d'être musulman en étant trans ou d'être musulman en étant homosexuel. Juste pour rappeler, l'homosexualité n'est pas un délit en Turquie, hein, n'a jamais été, donc juste pour vous le rappeler. D'autres questions, madame? Oh bah oui, monsieur, j'imagine bien, j'attendais une question. Madame d'abord, s'il vous plaît. Bonsoir, merci. J'aurais voulu avoir la position de nos invités turcs sur nos problèmes français de baignade tout habillée et de voile dans la vie professionnelle en général. Merci. J'étais sûre, merci madame. Question de monsieur. Oui, moi la question que je voulais poser, c'était par rapport au féminisme islamique, justement. Alors c'est vrai que c'est un côté très intéressant, ce féminisme islamique, du fait que ça permet aux femmes de revisiter les textes coraniques pour peut-être leur donner un nouveau jour plus favorable aux droits des femmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que des militantes islamistes de l'AKP, par exemple, reprennent ce concept justement pour faire reculer les droits des femmes? Merci, on va répondre à deux questions. Vous voulez répondre sur le burkini, c'est la première, et le voile en général? Bon, ben, je vais répondre tout de suite. Hein, oui, effectivement, nous avons vu ce que nous appelons le Hachema, mais peut-être apparemment c'est erroné. Cette nouvelle tendance de s'habiller avec la burkini qui n'est pas du tout interdite sur les côtes turques. C'est vrai que les premières apparitions, ça doit dater d'il y a 10 ans à peu près, hein, juste après l'arrivée au pouvoir de l'AKP. Je me souviens moi-même, vers les années 2006-2007, d'avoir vu les premières apparitions sur nos plages. Au début, il y avait une séparation des plages pour les femmes, mais que nous n'avions, enfin nous, parce que, je veux dire, nous, les femmes en maillot ou en bikini, n'avaient pas accès, donc c'était déjà une certaine ségrégation, si vous voulez. Maintenant, on est tout confondu, il n'y a plus de plages privées, enfin si, il y en a toujours sans doute, mais elles se sont invitées dans le... Enfin, c'est tout à fait normal de voir les femmes avec nous, avec celles qui ne portent pas celui-là. Deuxièmement, le voile, et elles vont répondre. La modération, je remplis les... Je peux dire quelque chose peut-être que je trouve l'interdiction de, qu'on s'appelle burkini, vraiment très très mauvais, très mal, c'est incroyable. Ça veut dire, vous, femmes musulmanes croyantes, vous ne pouvez pas nager. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis née chrétienne, je ne suis pas croyante, mais je suis de la minorité de la Turquie, mais je voudrais personne à me dire, tu ne peux pas porter ton bikini. Non, je porte mon bikini. Et elle porte son burkini. Ce sont des interdictions, selon moi, totalement contre les droits des hommes. Voilà. Écoutez, on dit droits des hommes, on ne dit pas même des droits humains. Hein? C'est toujours comme ça. Et voilà, mais... Par exemple, comme un chrétien né et qui vit en Turquie, je trouve qu'il y a vraiment une ségrégation contre les femmes musulmanes. Je me suis grandie sur le Bosphore. Parmi les Turcs, je n'appartenais pas à un environnement de minorité, tout ça, mais j'écoutais toute mon enfance et mon adolescence que c'est voilé, c'est voilé. Et il y a des autres mots, les gens disaient
pas dans ma famille, mais disons dans les familles laïques. Ouais, disons, parce que être laïque, être avancé, être éduqué, donner une qualité blanc aux Turcs. Alors, malheureusement, c'est un problème. Ils ont toujours regardé comme inférieur. Et quand on parle même en Turquie des féministes musulmans, des choses, et nous avons toujours une réaction de part des femmes laïques et modernes de « Ah non, on ne peut pas accepter ça, tout ça ». Mais écoutez, au début de République, alors les femmes étaient de temps en temps à Istanbul, étaient libres déjà. Il n'y avait pas une interdiction, surtout les chrétiens, les juifs, et ils n'étaient pas obligés à porter la voile, c'était déjà fini. Et seulement peut-être en petites choses, mais ils avaient des chapeaux. Mais alors l'interdiction de voile, ça c'était quelque chose forcé. Avec les hommes, ils ont pu faire ça, plutôt pas de fez, c'est fini, et des chapeaux. Mais avec les femmes, ça ne finit pas. Jamais, parce qu'ils n'ont pas voulu faire ça. Benim bu konuda temel soracağım şey hani genel bir şey. Yani bu yasak niye geldi? Bu yasaktan en çok kim etkileniyor ve başka bir şey yapılsa bunun önüne geçilemez miydi? Aslında tüm yasaklarla ilgili kendimize sormamız gereken şu. Burkini niye yasaklandı? Bir saldırı oldu, kamu düzeni denildi. Ardından bu yasağın sonunda Müslüman kadınlar denize giremiyor. Ve hani başka bir şey yapılarak bu önlenemez miydi sorusunu sormak bu konuda en temel şey bence. Concernant l'interdiction justement du burkini, il me semble qu'il y a trois questions principales à se poser pour n'importe quelle interdiction. C'est donc pourquoi est-ce que ça a été interdit? Donc visiblement là c'était pour une question de trouble à l'ordre public. Qui est-ce qui se retrouve influencé ou impacté par ce type d'interdiction? Donc là en l'occurrence c'est les femmes musulmanes. Et la troisième question, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une autre manière de résoudre la situation plutôt que simplement une interdiction simple? C'est assez important en fait de donner une certaine densité à cette question parce que en fait vous nous posez une question qui a à voir avec un événement qui s'est passé la semaine passée, c'est ça? Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France aujourd'hui on est en 2016. On est en 2016 et en fait la France, ça fait depuis, on va dire bien 40 ans qu'elle doit gérer cette question. La question des voiles de Creil, c'était 1992. Et donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'est pas, enfin, on est arrivé aujourd'hui à cette question, mais c'est une question qui a vraiment un vrai historique. C'est une question qui a une historique. Il y a beaucoup de partis politiques qui se sont prononcés sur ces questions, beaucoup de personnages publics. Il y a énormément d'intellectuels. Il y a le Parlement qui en a parlé. Il y a des commissions qui ont été créées, etc. pour parler de ça. Donc c'est une vraie question très française. Et c'est une question où les acteurs se sont positionnés différemment depuis 40 ans. À l'intérieur de ces questions-là, il y a plusieurs choses qui se mélangent. Il y a la question du droit de la femme à s'habiller comme elle veut s'habiller, donc le droit de la femme à disposer de son corps, mais aussi la question du racisme et des peurs de l'islamophobie. Il y a également un contexte historique qui change depuis les années 2000 avec les violences et certaines violences qui se passent, mais aussi un racisme très fort en Europe contre les musulmans. Donc je pense que c'est une question justement assez difficile, mais j'aimerais juste peut-être faire un appel à redonner cette densité historique et vraiment à se rendre compte que c'est une question qui s'impose sur des années et l'interdiction du voile à l'école et l'interdiction de la burqa, etc. Et également aussi un discours, un milieu discursif en France qui devient de plus en plus violent contre les musulmans. Alors je précise, il n'y a pas d'interdiction de voile parmi les invités de Turquie. C'est tout à fait un hasard, hein. On aurait très bien eu à voir une collègue ou une intervenante qui préfère se voiler en public. Ça, c'est un hasard. Elif, monsieur a posé une question directement à toi. Tu
lui avais déjà traduit, Céline? Oui. Şöyle bir şey var, hükümet bunu farklı şekillerde yapıyor. Bu SİDAV'a imzacı olduktan sonra izleme komitesi oluşturulduğunda AKP kendi kadın derneklerini kurdu ve o kadın derneklerinin SİDAV izleme komitesinde yer almasını sağladı. Ya da uluslararası temsiliyet söz konusu olduğunda işte çevre ise çevre derneği, kadınsa kadın derneği, çocuksa çocuk derneği, hani mevcut sistemde kendi sivil toplumunu yaratıp uluslararası alanda özellikle de izleme komitelerinde kendi sivil toplum örgütlerinin yer almalarını zaten sağlıyorlar. D'une certaine manière, le gouvernement a déjà pris les choses en main d'une certaine manière, puisque dans différents types de commissions, les commissions de suivi, etc., il y a systématiquement des femmes qui sont, des organisations de femmes qui sont associées aux différents comités, à l'échelle internationale de la même manière. Sur les questions environnementales. Donc en fait, dans l'organisation telle qu'elle existe actuellement, c'est déjà le cas en fait. Il y a une partie des femmes qui est consacrée, une partie des thématiques qui sont consacrées aux femmes et puis le reste aux hommes. Ama diğer yandan şöyle de bir şey var. Yani ne kadar bunu kendi amaçları için kurmuş olsalar da bir kendilerinin kurmadığı örgütlenmeler var en başta. Mevcut sistemi kabullenmeyen. İki, kendi kurdukları ama zaman içinde güçlenen ve hani irdelemeye başlayan yerler var. Sonuçta hani bir grup örgütlenmeye başladıkça ve düşünmeye başladıkça bir noktadan sonra evet mevcut alternatif işte feminist harekete karşı söylemler ürettikleri oluyor. Ama iktidarın hiç düşünmediği şekilde benzer ortak konularda ortaklaştığı yanlar da olabiliyor. Bien que du coup l'objectif ce soit d'intégrer d'une certaine manière les femmes et qu'elles prennent place dans des institutions ou dans des commissions qu'elles n'ont pas forcément créées d'elles-mêmes, ce qui se passe c'est qu'il y a d'autres comités qui se créent à l'initiative des femmes. Donc en fait on se rend compte que finalement donc, les femmes à l'intérieur du mouvement se mettent à réfléchir, donc quand même une partie de ce que le pouvoir n'a pas anticipé en fait qui se met en place, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes sont intégrées au processus de décision, elles finissent quand même par prendre l'initiative et donc il y a quelque chose de nouveau qui n'était pas anticipé qui se met en place. Yani benim açımdan bakarsak kadınların örgütlenmesi ve güçlenmesi ve eğitim alması her açıdan iyi. Yani orada bir oda dolusu erkekle tartışacağıma bir oda dolusu kadınla tartışmayı tercih ederim. De mon point de vue, en tous les cas, du moment que les femmes, peu importe leur origine et peu importe leurs croyances, du moment qu'elles vont à l'école, qu'elles s'organisent entre elles et qu'elles peuvent justement prendre part dans le processus de décision, c'est toujours un point positif. Et je préférais toujours parler avec des femmes, même si elles ne sont pas de mon bord politique, qu'avec des hommes qui sont plus proches de moi. Moi, j'aimerais peut-être souligner en fait un glissement de langage qui se passe en turc par rapport à cette question, où quand on parle de l'égalité des femmes, en fait, ce qu'on a dans le langage peut-être musulman, on va dire, ou islamique, c'est de dire mais les femmes et les hommes, ils sont différents. Donc, en fait, quand on dit égaux, eux, ils comprennent, enfin, eux, la façon dont ils interprètent, ça veut dire que égal, ça veut dire similaire, la même chose. Et ils mettent en avant cette idée de la différence. Et à travers ça aussi, ils dénigrent ou ils démantèlent un peu l'idée du féminisme. Je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes qui, même si elles participent dans les espaces publics, en fait, soutiennent aussi ce discours-là de dire, bon, oui, elles n'arrivent pas, elles disent différemment, nous sommes égales, elles disent, oui, nous sommes différentes et nous avons des rôles différents dans la société, et les textes religieux nous soulignent d'ailleurs ces différences. Il y a une autre chose qui est assez importante, c'est l'idée de la famille. Donc l'une des choses aussi qui rend un petit peu les associations entre les féministes des différents bords, c'est la centralité de la famille pour les femmes musulmanes, pour les féministes musulmanes. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à remettre en question et qui d'ailleurs, assez souvent, elles n'ont pas envie de remettre en question ni la centralité de la famille et le rôle de la femme en tant que la personne qui déjà reproduit, etc., mais aussi qui doit prendre soin de sa famille, mais aussi, je ne sais plus. Ah, merci. Il y a une autre question ici. Ça y est, madame. Oui,
J'aurais voulu... Vous pouvez arrêter avec les spots, là, ça nous dérange énormément. J'aurais voulu revenir sur la question du Burkini quand Charles l'a dit qu'il faut densifier la question. Je crois quand même que la question était sur le Burkini en France et c'est important d'ajouter qu'il s'agit quand même d'une mesure extrêmement misogyne si on se réfère par exemple, à l'attitude du gouvernement français au moment de l'interdiction du voile au lycée. À ce moment-là, le gouvernement, sous le gouvernement Sarkozy, s'est excusé. Des signes ostentatoires, hein, c'est ça? Oui, enfin, au moment des signes ostentatoires religieux qui n'ont été appliqués qu'auprès des filles musulmanes. Et donc, le gouvernement s'est officiellement excusé auprès des sikhs, étant donné que les garçons sikhs du même âge devaient porter un turban, et le gouvernement s'est excusé officiellement auprès d'eux en disant « Nous sommes désolés, vous allez être obligés de subir aussi cette loi, alors qu'elle ne vous est pas destinée et qu'elle était destinée uniquement aux jeunes filles musulmanes. » Merci madame pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui monsieur. Je n'ai pas de questions, je voudrais très rapidement faire une remarque complémentaire en précisant au passage que je suis citoyen turc habitant en France depuis 30 ans. Et il y a un proverbe turc qui dit, je vais le dire en turc d'abord, « Dost acı söyler ». Ce qui caractérise l'ami, c'est qu'il est capable de dire la vérité en prononçant des paroles amères. Je me considère comme un ami du peuple français. Je n'en dirai pas autant du pouvoir français, des élites françaises, par rapport auxquelles je maintiens à une distance, disons, courtoise. Alors, première remarque, je rappelle simplement que jusqu'en 1962, jusqu'aux accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie, la France était une puissance impériale et coloniale. Un empire colonial qui était réduit comme peau de chagrin, mais qui était quand même un empire colonial, avec ce que ça suppose en termes de culture colonialiste. Deuxième remarque, je rappelle aussi simplement qu'en Algérie, il y avait des cérémonies de dévoilement officiel orchestrées par les responsables locaux de l'État français. On dévoilait des femmes arabes et donc on les libérait. La République venait libérer ces femmes opprimées par les hommes, par définition oppresseurs, misogynes, et ainsi de suite. Troisième et dernière remarque, la fixation française sur la femme voilée n'est en fait que la partie émergée d'un iceberg qui est celui sur lequel se dirige le Titanic, avec un certain capitaine Hollande à la barre, en l'occurrence, hein, le Titanic France. C'est-à-dire, je ne fais que reprendre à mon compte un constat qui est fait, il n'est pas le seul, mais c'est celui qui le fait le plus brillamment. Un grand chercheur américain d'origine juive autrichienne, Sander Gilman, qui fait remarquer que depuis, en particulier le 11 septembre, en Occident d'une manière générale, et en France, puisqu'on vit tous en France, enfin en tout cas la plupart d'entre nous, on a repris, comme si quelqu'un en fait avait fait une liste, je vais vraiment clore là-dessus rapidement, comme si quelqu'un avait pris la liste de l'ensemble des clichés, des stéréotypes antisémites, ceux qui sont développés à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec le pic que nous connaissons tous dans les années de la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme si quelqu'un avait pris cette liste en parcourant un par un tous les clichés, pour les transposer après et pour les projeter sur le musulman. Alors, je n'entrerai pas dans les détails là-dessus. On restera sur les femmes. Voilà. Merci beaucoup, Jivan, pour ces précisions. C'est effectivement, c'est un rappel, mais on ne va pas refaire l'islamophobie, etc. Ce sera peut-être un autre débat. Madame, et je prendrai une dernière question s'il y en a, parce que je pense que, oui, nous sommes dans les temps, voilà. Oui, je voulais savoir si... quels sont les liens en ce moment en Turquie entre des groupes féministes et des groupes LGBTQI, notamment concernant par exemple le problème de la prostitution, parce que par exemple en France ça divise les mouvements féministes. Donc est-ce que il y a plutôt des liens coopératifs et ça permet d'ouvrir la compréhension autour de ces situations et de ces problèmes? Elif? LGBT hareketin gelişimine baktığımızda LGBT hareketinin
ilk günlerinden bugüne aslında hem feminist hareketle, hem antimilitarist hareketle, hem ekolojik hareketle aslında iktidara karşı olan tüm muhalif hareketlerle dirsek teması içinde ilerlediğini görüyoruz. Ve hani feminist hareketle özellikle lezbiyen, biseksüel ve trans kadınların kendine yer açması, 8 Mart'larda görünür olması üzerine özellikle son senelerde feminist hareket içinde örgütlü kadınların da açılmaya başlamasıyla çok yüksek bir temsil oranı kazanılmış durumda. Depuis le début, depuis la naissance du mouvement LGBT en Turquie, on voit que le mouvement a toujours été très proche à la fois de la lutte féministe, antimilitariste, écologique, tous les différents pans de la société qui sont contre le pouvoir, donc toujours dans des contacts, et de plus en plus les lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles prennent de plus en plus de place dans les mouvements féministes. On peut le constater notamment dans les manifestations du 8 mars. Ama yine de yani en başından beri dirsek teması, hatta iç içe örgütleniyor olsak bile hani lezbiyen, biseksüel ve trans kadınlar hareket içinde gerçekten açılmaya başlayana kadar feminist hareketin bir söylemi aslında biz destekliyoruz. Hani biz destek veriyoruzdu. Ama ne zaman işte gerçekten kadın hareketi içindeki isimler tamam destekliyoruz ama ben lezbiyenim, ben biseksüelim ve yani bu hareketin içindeyim demeye başladı. O zaman gerçek anlamda iki hareketin iç içe geçtiğini söylemek mümkün oldu. Même si du coup les luttes étaient communes depuis le départ, en général les féministes disaient qu'elles soutenaient la lutte des LGBT, et c'est uniquement au moment où les personnes à l'intérieur même du mouvement féministe ont pu faire leur communauté, dire voilà je suis transsexuelle, je suis bisexuelle, je suis homosexuelle, c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut vraiment affirmer que les deux luttes étaient rassemblées. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que je voudrais que... Une dernière question. Juste avant, Madame Aline, très brièvement. Très bien. En concernant le cinéma, les festivals, nous sommes en totale solidarité. On montre des films sur les LGBT, tout ça, les trans. Par exemple, en film mort, il y a une section dédiée sur... comment dire, sexualité, c'est un peu spécial, sexe et sexualité, tout ça. Voilà, pour notre interprétation de féminisme, c'est tous les groupes, toutes les communautés oppressées par le patriarcat. Merci. Oui, c'est une question sous forme de témoignage. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup choquée en 2003. J'avais accompagné la délégation de Douarnenez qui préparait l'édition sur le Kurdistan. Sur le Kurdistan. Et on était d'abord passé par Istanbul, Ankara. Et Ankara, on s'est arrêté à un hôtel. Et alors moi, comme je suis curieuse, j'ai tapé un programme de télé, n'importe lequel. Et là, je suis tombée sur un film porno. Enfin, c'était sur des images, mais porno, mais du X majuscule. Et vous avez dû payer après. Non, c'était comme vous tapez ici, vous faites 1, 2, 3, j'ai tapé comme ça, n'importe quoi. Et après, je me suis renseignée, on m'a dit c'est très courant dans les chaînes publiques. Non, Enfin, c'est pas souvent publiques, payant, mais... madame. Ah ouais. Vous n'avez pas eu une facture après qui vous a suivi Non, jusqu'à non, Douarnenez? Non, je vous assure, hein, c'était vraiment une chaîne n'importe quoi. Enfin. Et on m'a dit que c'était courant. Je suis presque sûre que c'était payant. Mais on m'a dit que c'était courant du porno. Non, le porno ouvert en clair comme ça, non. Mais c'est payant, oui, il y avait du porno payant. Il y en a toujours d'ailleurs dans les hôtels. Je crois que ça existe dans tous les hôtels du monde, hein, pour les hommes ou les femmes qui veulent se divertir autrement. Mais ils ont été très gentils avec vous de ne pas envoyer la facture après. Hein. J'espère que ça vous a... C'était intéressant. Ce n'est pas en clair. Ah non, j'ai pas insisté, mais je me suis dit... mais c'est pas en clair. Je me suis demandé, ça dit quoi de la société qui est du porno? Et Elif demande la chaîne. Bah, je me rappelle plus, hein, mais je me suis demandé ce que ça disait. Je suis à 100% derrière la réponse. Non, il n'y a pas de chaîne porno en clair. Mais bon, quelle chance. Peut-être. Il y avait une autre question, j'ai vu une main, mais... Oui. Je voulais savoir comment... La dernière, hein, messieurs, dames. Hein.
Je voulais savoir comment le féminisme en Turquie se positionnait par rapport à la GPA, par rapport à la gestation pour autrui. Non existante. Il n'y a aucune loi pour la gestation pour autrui. On se disait que sans doute c'est faisable. Donc il n'y a aucune restriction ni liberté. Donc je pense que ça n'a pas été. Et Elif dit, mais si elles veulent le porter, qu'elles le portent. Est-ce que... je suis désolée, je suis vraiment un peu embêtée par le temps. Je vais arrêter ici. Messieurs, dames, merci encore une fois avec nos magnifiques intervenantes, Charla, Elif et Aline, et bien sûr avec nos interprètes qui nous ont suivis et surtout ce merveilleux public de Douarnenez. Merci et à bientôt dans une autre discussion. Voilà, je sais faire et demain on se retrouvera sans doute dans un autre débat. Au revoir, messieurs, dames.